Bonsoir ou bonjour. Alors un petit message en préambule de votre nouvelle pour vous avertir que la vidéo que vous apprêtez à visionner est tirée des tout débuts d'Horrifique Histoire sur Twitch et n'est donc pas représentative de la qualité de production et de narration que nous tentons de vous offrir actuellement. Alors bien évidemment, profitez bien de cette vidéo, mais n'hésitez pas à passer le dimanche soir sur Twitch ou à checker nos dernières VOD sur la chaîne pour voir finalement Horrifique Histoire à son plein potentiel. Mais d'ici là, bonne vidéo, braves gens, et bonne écoute. Mesdames et messieurs, Air froid, une nouvelle de Words Phillips Lovecraft. Vous avez l'habitude. Vous me demandez de vous expliquer pourquoi je crains l'air froid. Pourquoi je tremble plus que les autres dès que j'entre dans une pièce froide et parais malade, pris de nausées, lorsque la fraîcheur du soir s'insinue sous la chaleur d'un après-midi de fin d'automne. Il y en a qui disent que je réagis au froid comme d'autres à une mauvaise odeur. Je suis bien le dernier à les démentir. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous rendre compte de l'incident le plus abominable qui me soit jamais arrivé, et vous laisser le soin de juger, de dire s'il existe une explication satisfaisante à ces réactions qui vous étonnent. C'est une erreur que d'imaginer l'abominable associé toujours, indissolublement, à l'obscurité, au silence et à la solitude. Moi, je l'ai rencontré dans la clarté d'un milieu d'après-midi, au sein d'une métropole trépidante, alors que je me trouvais soumis à la promiscuité que garantit une pension meublée de la catégorie la plus ordinaire, entouré de ma triste propriétaire et de 2 hommes robustes. Au printemps de 1923, j'avais réussi à tirer quelques commandes à des périodiques, travaux aussi peu lucratifs que fastidieux, et me trouvais dans la ville de New York, incapable évidemment de payer un loyer élevé. Je m'étais mis à dériver de meublé en meublé, tout aussi détestables les uns que les autres, à la recherche de la chambre qui combinerait propreté acceptable, mobilier relativement décent et prix plus raisonnable. Je m'aperçus vite que je tombais irrémédiablement de Caribe en Scylla, mais finis néanmoins par trouver une maison située dans la 14e rue Ouest, qui me déplut un peu moins que les précédentes. C'était un immeuble de grès, à 4 étages, construit sans doute quelque temps avant 1850, meublé de cheminées de marbre et de boiseries dont la splendeur fatiguée attestait une ancienne opulence, suivie d'un déclin rapidement précipité. Merci Bata la brute. Dans les chambres, grandes, hautes de plafond, décorées d'un papier impossible et de corniches de plâtre d'une complexité grotesque, dominait une odeur de moisi et des relents de cuisine lointaine. Mais les planchers étaient frottés, les draps supportables et l'eau chaude n'étaient que rarement froide ou coupée, si bien que j'en vins à considérer cet endroit comme une tanière assez propice à l'hibernation, en attendant de me retrouver capable à vivre. La propriétaire, dame traîne en savate, une Espagnole presque barbue, répondant au nom de Herrero, avait le bon goût de m'épargner ses bavardages ou ses considérations personnelles sur l'heure à laquelle j'éteignais l'électricité dans ma chambre, laquelle donnait sur le palier du 3e étage. Et mes colocataires étaient des gens aussi tranquilles et aussi discrets qu'on pouvait les rêver, des Espagnols pour la plupart, dont le niveau de vie était à peine supérieur au minimum vital. En
définitive, seul le vacarme des voitures dans l'artère sur laquelle donnaient mes fenêtres se révéla un souci majeur. J'habitais dans cet endroit depuis 3 semaines à peu près, quand eut lieu le premier incident bizarre. Un soir, il était à peu près 8 heures, j'entendis comme une sorte de clapotis contre mon plafond. Dans ma chambre régnait brusquement l'odeur âcre de l'ammoniac. Regardant autour de moi, je m'aperçus qu'un coin du mur était taché. Un liquide en dégouttait sur le plancher. L'inondation provenait de l'endroit du plafond le plus proche de la rue. Soucieux de prendre le mal à sa racine, je me précipitai en bas pour avertir la propriétaire des ennuis qui m'arrivaient. Elle m'assura que les choses seraient vite remises en ordre. « C'est le docteur Munoz », expliqua-t-elle en escaladant l'escalier devant moi. « Il a renversé ses drogues. Il est trop malade pour pouvoir se soigner. Il est de plus en plus malade. Et il ne veut pas qu'on l'aide. Il est très bizarre dans sa maladie. Toute la journée, il prend des bains avec des odeurs bizarres. Il ne faut pas qu'il s'agite ou qu'il ait chaud. Il fait tout son ménage tout seul. Sa petite chambre est pleine de bouteilles et de machines et il n'exerce pas la médecine. Mais il était célèbre autrefois. Mon père avait entendu parler de lui à Barcelone. Encore récemment, il a arrangé le bras du plombier. Il ne sort jamais que sur le toit et c'est mon fils Esteban qui lui apporte sa nourriture, son linge, ses médicaments et toutes ses drogues. Seigneur, tout cet ammoniac qu'il prend pour avoir froid. Miss Herrero disparut en direction du 4e étage. Quant à moi, je me retirai dans ma chambre. Quelques instants plus tard, l'ammoniac cessa de couler, et tandis que j'épongeais mon plancher et ouvrais la fenêtre pour évacuer l'odeur, j'entendis de nouveau, au-dessus de moi, les pas lourds de ma propriétaire. Aucun bruit ne venait jamais de chez ce docteur Munoz, hormis des grondements qui faisaient penser à quelques mécanismes mus par un moteur à explosion. Il marchait toujours à pas feutrés. Un moment, je me demandais quelle pouvait être sa maladie, et si son refus systématique d'entrer en contact avec l'air extérieur ne procédait pas tout simplement d'une manie sans grand fondement. Il y a, me dis-je gravement, quelque chose de terriblement poignant dans le sort d'une personne éminente qui a sombré. Et j'aurais bien pu ne jamais faire la connaissance du docteur Munoz sans la crise cardiaque qui me serra la poitrine un début d'après-midi alors que j'étais en train d'écrire dans ma chambre. Les médecins m'avaient averti du danger de ces attaques et je savais qu'il n'y avait pas un moment à perdre. Me souvenant de ce que m'avait dit ma propriétaire des soins apportés par l'invalide au plombier, je me traînais jusqu'à l'étage supérieur et frappais faiblement à la porte qui correspondait à la mienne. Une voix curieuse, qui semblait venir de la droite, me répondit en bon anglais, me demandant mon nom et la raison de ma visite. Lorsque j'eus fourni les renseignements qu'on me demandait, la porte contiguë à celle où j'avais frappé s'ouvrit. Un souffle d'air froid me gifla le visage. Quoique cette journée fût l'une des plus chaudes de la fin juin, je frissonnais en passant le seuil du grand appartement. La décoration était somptueuse, autant que de bon goût. Elle me surprit dans ce temple de la malpropreté et du désordre. Un lit escamotable remplissait son rôle diurne de divan et des meubles d'acajou
des rideaux opulents, de vieux tableaux et une bibliothèque à vous en faire pâlir d'envie, tout évoquait plutôt le cabinet d'études d'un homme de qualité que la chambre à coucher d'une pauvre maison meublée. Je compris que la pièce située au-dessus de mon logement, la petite chambre avec des bouteilles et les machines dont avait parlé Miss Herrero, était tout simplement le laboratoire du médecin, et que ses quartiers d'habitation se trouvaient dans la pièce voisine, cossue, avec ses confortables alcôves. Elle était flanquée d'une salle de bain, dont les placards recelaient et masquaient tous les ustensiles de la vie quotidienne. Le docteur Munoz, c'était évident, était un homme cultivé, de goût et de bonne naissance. Le petit homme qui se trouvait devant moi était admirablement proportionné. Ses vêtements, quoiqu'un peu guindés, étaient d'une coupe parfaite qui lui allait à merveille. Une tête très distinguée, une expression supérieure, mais dépourvue de toute arrogance, un collier de barbe coupé court et gris fer. Un pince-nez, à l'ancienne mode, encadrait des yeux sombres et vivants et surmontait un nez aquilin qui donnait une sorte d'apparence mauresque à une physionomie typiquement ibéro-celte. Des cheveux épais, bien coiffés, attestaient les visites régulières d'un coiffeur, séparés par une raie impeccable au-dessus d'un front puissant. Cet ensemble dégageait l'impression d'une intelligence rare et d'une nature bien supérieure à la moyenne. Néanmoins, dès la première vision que j'eus du docteur Munoz au sein de cette atmosphère glacée, j'éprouvais une répugnance que rien dans l'aspect de mon hôte ne pouvait justifier. Seuls les reflets livides de son teint et la froideur de sa main pouvaient donner un fondement physique à ce sentiment. Et pourtant, même ces données pouvaient très bien s'expliquer si l'on consentait à se souvenir que cet homme était un malade. C'était peut-être aussi ce froid bizarre qui atténuait ma bonne impression. La température, en effet, était bien en dessous de la normale pour une journée si chaude. Et tout ce qui est anormal suscite l'aversion, la méfiance et la crainte. Mais j'eus au fait d'oublier mes réticences pour admirer l'extrême habileté de cet étrange médecin, habileté dont je ne tardais pas à me rendre compte, et pourtant ses mains, tremblantes et glacées, semblaient parfaitement mortes. Il comprit immédiatement ce dont j'avais besoin et m'administra ses soins avec la suprême dextérité d'un grand maître. Pendant tout ce temps, me réconfortant d'une voix délicatement modulée, quoique sans timbre, il me disait qu'il était l'ennemi le plus acharné qui fût de la mort, qu'il avait perdu sa fortune en même temps que ses amis, à mener des expériences bizarres dont l'objet était d'anéantir la grande faucheuse. On sentait en lui le fanatique bien attentionné. Il monologua longtemps de la sorte, presque comme un vieillard radoteur, tout en m'auscultant et me donnant plusieurs médicaments qu'il alla chercher dans son petit laboratoire. De toute évidence, le voisinage d'une personne de son milieu lui paraissait un heureux dérivatif dans cet environnement douteux, et c'est cela sans doute qui faisait naître en lui le besoin d'évoquer le souvenir de ses années plus fortunées. Je bois un coup.
Sa voix, si elle était étrange, en tout cas était apaisante. Sa respiration me restait inaudible, tandis qu'il m'adressait des phrases bien tournées, d'une exquise urbanité. Il essayait de détourner mon esprit de mes soucis personnels en me parlant de ses théories et de ses expériences. Et je me rappelle qu'il me consola avec tact de ma faiblesse cardiaque en me répétant que la volonté et la conscience sont plus puissantes que la vie organique elle-même, si bien qu'à une enveloppe physique précaire, mal développée, un traitement scientifique de ses qualités propres peut fournir une animation fondée sur le système nerveux malgré toutes les défectuosités fonctionnelles ou même les lacunes que présente l'arsenal normal des organes. Il se faisait fort, me dit-il presque en plaisantant, de m'apprendre un jour à vivre, ou tout au moins à posséder une sorte d'existence consciente, sans cœur. Pour lui, il souffrait d'un ensemble de maladies qui exigeaient un régime très complexe, dont un froid permanent était l'un des éléments. Toute élévation notable de la température, si elle se prolongeait, pouvait lui être fatale. Il parvenait à maintenir dans son appartement une température égale, de 12 degrés centigrades, grâce à un système de refroidissement par absorption à ammoniac, et c'était le moteur à explosion de ces pompes que j'avais souvent entendu dans ma chambre, à l'étage inférieur. Ma crise, une fois calmée, avec une rapidité merveilleuse, je quittais cette pièce, glacé et frissonnant, disciple convaincu en même temps qu'admirateur sincère de ce reclus au don si étonnant. Telle fut la première des fréquentes visites que j'allais lui faire, mais équipé désormais de chandail et d'un pardessus. Je l'écoutais me parler de ses recherches secrètes, des résultats presque surnaturels qu'il avait obtenus, et je tremblais quelque peu en examinant les volumes antiques et mystérieux qui composaient sa bibliothèque. Je peux ajouter en passant que mon hôte me guérit presque complètement de ma maladie, et pour toujours, grâce à sa science intelligente. J'ai le sentiment, encore aujourd'hui, qu'il ne méprisait pas entièrement les incantations médiévales, étant donné que pour lui, ces formules secrètes mettaient en éveil des stimuli psychologiques rares, capables presque certainement d'exercer des effets assez imprévus sur la substance d'un système nerveux ayant perdu la faculté d'envoyer les pulsations vitales dans les organes. Je fus très frappé de ce qu'il me dit du vieux docteur Torres de Valence, avec qui il avait partagé ses premières expériences et qui avait réussi à le tirer 18 ans plus tôt d'une maladie extrêmement grave qui était responsable de ses infirmités actuelles. Ce vénérable praticien, du reste, n'avait pas plus tôt sauvé son collègue que lui-même succombait au redoutable ennemi qu'il venait de combattre avec un tel succès chez son prochain. Peut-être la tension avait-elle été trop forte, car le docteur Munoz me fit clairement comprendre, quoique à voix basse et sans me donner de détails, que la thérapeutique utilisée sortait nettement de l'ordinaire et comportait des procédés que n'auraient certainement pas accueillis avec le sourire les galiénistes respectables du monde traditionnel. Mais, en même temps que les semaines passaient, je remarquai avec peine que mon nouvel ami régressait physiquement, lentement, mais irrémédiablement, comme l'avait bien vu du reste Miss Herrero.
Les nuances livides de son teint s'accentuaient. Sa voix devenait toujours plus caverneuse et indistincte. Ses mouvements musculaires étaient moins bien coordonnés, et son esprit et sa volonté témoignaient d'une résistance et d'un esprit d'initiative qui allait sans cesse décroissant. Du reste, aucun des détails de ce lent et si triste processus de vieillissement ne semblait lui échapper à lui non plus. Et peu à peu, son expression, sa conversation même, se chargèrent d'une amère ironie qui fit revivre en moi un sentiment rappelant la subite répulsion que j'avais éprouvée à son égard la première fois que je l'avais vu. Il lui venait soudain de bizarres caprices. Il se découvrait un amour insolite pour les épices exotiques et l'encens égyptien, à tel point qu'au bout de peu de temps, sa chambre évoquait le sépulcre souterrain de quelques pharaons dans la vallée des rois. Cependant, il lui fallait toujours plus d'air froid. Avec mon aide, il étendit le réseau de tubes à refroidissement dans sa chambre et modifia ses pompes de façon à augmenter le débit de ses appareils et à maintenir la température inférieure à 0 degré et finalement à -3. Il faisait évidemment moins froid dans le laboratoire et dans la salle de bain pour éviter que l'eau ne gelât et que les réactions chimiques ne fussent interrompues. Le locataire de la chambre voisine, s'étant plaint de l'air glacé qui lui venait de la porte de communication, j'aidai mon ami à fixer contre le battant de cette porte une lourde tenture isolante. Une sorte d'horreur toujours plus grande, une expression morbide et lointaine, semblait s'être emparée de lui. Il parlait tout le temps de la mort, mais il avait un grand rire caverneux lorsqu'on évoquait devant lui, le plus délicatement possible, des choses telles que l'enterrement ou les dernières dispositions. En fin de compte, il devenait un compagnon plus que déconcertant, macabre. Pourtant, reconnaissant comme je l'étais à celui qui m'avait guéri, je ne pouvais me résoudre à l'abandonner aux étrangers entre les mains desquels il serait tombé si j'avais manqué. Je veillais soigneusement à tous ses besoins, mettant sa chambre en ordre, emmitouflé dans une cape épaisse que j'avais achetée spécialement à cette intention. Comme je faisais la plus grande partie de ces achats, je ne pouvais m'empêcher d'avoir des sursauts d'étonnement en lisant les listes de produits chimiques qu'il me demandait d'aller chercher au laboratoire des pharmaciens. Il semblait régner dans son appartement une atmosphère de panique toujours plus forte et parfaitement inexplicable. La maison tout entière, comme je l'ai dit, dégageait une odeur de moisi, mais celle qui imprégnait sa chambre était pire. Et cela, malgré toutes les épices, l'encens et les âcres vapeurs chimiques de ces bains qu'il prenait maintenant presque constamment et qu'il exigeait de prendre sans témoin. Je me rendais compte que cette odeur devait avoir un rapport avec sa maladie, et je frissonnais, seul avec moi-même, en me demandant ce qu'elle pouvait être. Miss Herrero faisait le signe de croix chaque fois qu'elle le rencontrait. Elle me l'abandonna sans scrupule, interdisant même à son fils Esteban de continuer à faire des courses pour lui.
Quand je lui proposai de consulter d'autres médecins, le malade eut une crise de rage à la limite de ses forces. De toute évidence, il devait éviter les efforts physiques et les émotions violentes, et pourtant, sa volonté et sa force vitale se sclérosant plutôt qu'elle ne s'évanouissait, il refusait systématiquement de rester dans son lit. Puis, la lassitude de cette première période fit place à un retour de son ancien esprit d'entreprise, et il parut tout prêt à braver plus audacieusement que jamais toute l'hégémonie de la mort, peut-être parce qu'il sentait se poser chaque jour un peu plus sur son corps les griffes de cet éternel ennemi. Il avait pratiquement abandonné toute habitude de manger, habitude qui de reste, chez lui, n'avait jamais été plus qu'un rite sommaire. Seule sa puissance mentale semblait l'empêcher de sombrer dans l'écroulement total. Puis, il se mit à réaliser, des heures durant, de longs documents qu'il scellait soigneusement et me recommandait ensuite, avec 1000 détails, de transmettre après sa mort à un certain nombre de personnes dont il me donna les noms. Pour la plupart, c'étaient des lettrés des Indes occidentales. Mais il y avait aussi dans sa liste un médecin français, célèbre autrefois, et que je croyais mort depuis longtemps, mais au sujet duquel avaient couru les bruits les plus fantastiques. En fait, je brûlais tous ces papiers sans les envoyer, ni les ouvrir. L'aspect et la voix de mon ami devenaient véritablement effrayants, sa présence insupportable. Un jour de septembre, un homme qui était venu réparer la lampe de son bureau l'aperçut à l'improviste et tomba en crise d'épilepsie. Crise que mon ami, du reste, soigna d'une manière extraordinaire, me donnant ses instructions tandis que lui-même restait invisible. Ce malade, chose bizarre, avait connu toutes les terreurs de la Grande Guerre sans jamais avoir été victime d'une telle attaque. Puis, vers le milieu d'octobre, l'horreur des horreurs tomba sur nous avec une brutalité stupéfiante. La transition, pas du tout discrète. Une nuit, vers 11h, la pompe de l'appareil à compression tomba en panne et 3 heures plus tard, le système de refroidissement avait cessé de fonctionner. Le docteur Munoz m'appela à grands coups de talon dans mon plafond. Je m'acharnais fébrilement à réparer l'appareil, tandis que mon hôte jurait d'une voix dont la sonorité morte et caquetante défiait toute description. Mes efforts d'amateur n'aboutirent à rien. J'allais chercher le mécanicien d'un garage voisin, ouvert la nuit, mais il me dit qu'on ne pourrait rien faire avant le matin, car il fallait remplacer un piston de la pompe. La rage et la terreur de l'ermite moribond prirent alors des proportions grotesques, mais qui me firent craindre de le voir perdre toutes les ressources physiques qui pouvaient lui rester.
dans une sorte de crise, il enfouit ses yeux derrière ses mains et se précipita dans la salle de bain. Il en ressortit, tâtonnant, la tête bandée. J'avais vu ses yeux pour la dernière fois. Il faisait maintenant nettement moins froid dans l'appartement. Vers 5 heures, le docteur se retira dans la salle de bain, non sans m'avoir auparavant ordonné de veiller à ce qu'on lui fournît, sans la moindre interruption, toute la glace que l'on pourrait se procurer dans des drugstores ou les cafés ouverts. Au retour de quelques voyages inutiles, ou quand je déposais devant la porte de la salle de bain le résultat de ma quête, je pouvais entendre chaque fois comme un bruit de barbotement et une voix toujours plus épaisse hurlait toujours le même ordre. Encore plus! Encore plus! Finalement, le jour qui promettait d'être chaud se leva. Les boutiques s'ouvrirent l'une après l'autre. En désespoir de cause, je demandais à Esteban soit d'aller chercher de la glace pendant que j'essaierais de trouver un piston, soit d'aller lui-même chercher le piston. Mais, obéissant aux instructions de sa mère, il refusa systématiquement de rien faire. En fin de compte, j'engageai un clochard douteux que je rencontrais au coin de la 8e avenue pour veiller à ce que mon patient eût toute la glace qui lui était nécessaire. Il irait la chercher dans une petite boutique où je le présentais. Cela fait, je m'attaquai à la recherche du piston en même temps qu'à celle d'hommes de l'art qui fussent capables de le monter. Tâche interminable. À l'image de mon ermite, j'étais presque malade de rage en voyant les heures s'écouler dans cette course affolée, dans ces séries de coups de téléphone inutiles. Je ne pris même pas le temps de manger. Ce fut une course éperdue, de boutique en boutique, ici et là, toujours plus loin, en métro, en taxi. Vers midi, néanmoins, je finis par trouver un magasin, au diable, qui possédait les pièces dont j'avais besoin. Et vers 1h30, cet après-midi-là, je rentrai enfin dans la maison meublée avec tout l'équipement nécessaire, suivi de 2 mécaniciens robustes et intelligents. J'avais fait tout ce que j'avais pu, et j'espérais qu'il n'était pas trop tard. Mais une terreur noire et sourde avait pénétré avant moi dans l'immeuble. La maison était en proie à un tumulte innommable, et au-dessus du vacarme des voix terrorisées, j'entendis un homme qui priait à haute voix et d'une voix de basse. Il y avait des choses redoutables dans l'air, on le sentait, et les locataires murmuraient de bouche à oreille, égrénant leurs chapelets que les poussait à réciter l'odeur provenant de la porte du docteur, toujours systématiquement fermée à clé. Le clochard que j'avais requis s'était enfui en criant, les yeux fous, aussitôt après avoir rapporté sa 2e provision de glace. Peut-être était-ce le résultat d'une curiosité excessive. Il ne pouvait naturellement pas avoir fermé derrière lui la porte à clé. Maintenant, pourtant, elle était condamnée de l'intérieur. Aucun son,
ne nous venait plus de l'appartement, à l'exception d'une sorte de bruit de gouttes épaisses et lourdes qui tombaient pesamment et sur la nature desquelles on n'osait pas s'interroger. Après quelques secondes de discussion avec Miss Herrero et les mécaniciens, malgré la crainte qui me rongeait jusqu'à la moelle des os, je pris la décision d'enfoncer la porte. Mais la propriétaire, heureusement, trouva le moyen de faire tomber la clé de l'extérieur à l'aide d'un fil de fer. Nous protégeant le nez avec des mouchoirs, tremblants, nous pénétrâmes enfin dans cette pièce maudite, orientée au sud, où brillait le chaud soleil du début de l'après-midi. Une sorte de traînée sombre et graisseuse passait sous la porte de la salle de bain entr'ouverte, allait jusqu'au vestibule et, de là, au bureau où s'était formée une mare à faire frémir. Quelque chose était griffonné au crayon d'une écriture tremblante sur un morceau de papier atrocement marbré, comme par les griffes elles-mêmes qui avaient tracé ces derniers mots dans l'urgence du désespoir. Et de là, la piste menait au lit, où elle mourait d'une façon que je ne saurais dire. Ce qui se trouvait, ou ce qui s'était trouvé sur ce lit, je ne peux même pas entreprendre de le décrire. Songer à cette idée me tue. Mais je le compris en m'emparant de ce papier gras, en le lisant avant d'y mettre le feu. Je le devinais au sein de mon intime frayeur, tandis que la propriétaire et les deux mécaniciens, pris de panique, s'enfuyaient de cet endroit maudit pour aller balbutier d'incohérents récits au commissariat de police. Et les mots nauséeux de ce message me parurent presque impossibles à accepter par ce chaud soleil et dans cette lumière dorée, tandis que l'on entendait le bruit des voitures et des camions et la clameur qui montait de la 14e rue. Et pourtant, je dois avouer que ce que je lus à ce moment-là, je le crus. Est-ce que je le crois encore maintenant ? Franchement, je ne saurais le dire. Il y a des choses à propos desquelles il vaut mieux ne pas réfléchir. Tout ce que je peux affirmer, c'est que je hais l'odeur de l'ammoniac et que je m'évanouis au moindre courant d'air froid. La fin, disait ce griffonnage atroce. La fin est là. Il n'y a plus de glace. L'homme a jeté un coup d'œil à l'intérieur et il s'est sauvé. Il fait plus chaud à chaque minute. Les tissus ne peuvent pas tenir. J'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire à propos de la volonté et de la conservation du corps après que les organes ont cessé de fonctionner. C'était parfait en théorie, mais ne pourrait et ne pouvait durer indéfiniment. Il y eut
Une détérioration progressive que je n'avais pas prévue. Le docteur Torres l'avait compris, mais le choc l'a tué. Il ne pouvait supporter ce qu'il avait à faire. Il était contraint de m'enfermer dans un endroit aussi sombre qu'étrange, où il put s'occuper de ma matière et me faire revenir à la vie. Mais les organes refusèrent de se remettre à travailler. Il fallait le réaliser à ma façon, par la voie que je préconisais, la préservation artificielle. Car, comprenez-vous, je suis mort il y a aujourd'hui 18 ans.